Vous êtes prêts? Absolument. C'est une histoire un peu rocambolesque, mais ça part d'un cul, quoi. Oh là là, mec, on se serre la main, merci. Attends, je vais y arriver. Dérapace tue l'actrice principale du film. Oh mec. Je me suis un peu moqué perso, mais Et ton prod, il s'est un peu arraché les cheveux, enfin, ou littéralement. Il est comme moi, il en a plus. C'est pour ça en fait, on se permet parce qu'il n'y a plus rien à arracher. Donc ce DVD qui m'a coûté 12 balles, on a bien aimé. J'ai une fois une vieille dame très sympa après une projection qui m'a dit oui, moi je voulais juste vous dire au début le film j'ai eu du mal, hein. Je suis sorti de la salle et je suis allé demander s'ils avaient pas un vomi bag. Ah ouais d'accord, ok. Bonjour, mon nom est Raphaël Cadour et bienvenue dans Milkshake, l'émission qui mélange les différentes saveurs de la pop culture. Ici, on parle cinéma, jeux vidéo, manga, musique et culture d'Internet. Je tiens à remercier spécialement nos sponsors partenaires qui participent activement à la production de l'émission, l'Arpi et Artisium, et surtout aussi Kagency, parce que grâce à eux, on a un studio. La grosse nouveauté pour la saison 2, en fait, je suis accompagné de Adrien, mon co-host. Comment tu vas ? bah écoute, ça va super. Très heureux de faire partie de cette nouvelle saison. Je pense qu'on va avoir des chouettes discussions, donc non, très très cool. Et d'où tu viens ? Alors d'où je viens ? Alors je viens pas du tout du milieu du cinéma, mais en fait, pour la petite histoire, on était potes en fait en maternelle. Donc voilà, c'est littéralement mon plus vieil ami entre guillemets. Alors je dis pas que t'es vieux non plus, non, mais donc voilà. Et moi je suis pas trop dans le milieu du cinéma. J'ai fait des études un peu en logistique, voilà. Et maintenant j'ai un taf, on va dire un peu régulier classique. Mais voilà, très content en tout cas. C'est toujours un milieu qui m'a intrigué, qui m'a attiré. Donc voilà, très content de faire cette émission. Et pourtant, parce que Internet te connaît. La première fois que tu es apparu sur YouTube, c'était là, quand on a fait une vidéo ensemble. C'était il y a quoi ? Il y a 15 ans, 20, il y a 10 ans Alors, au moins 10 ans. Ouais. Okay. D'ailleurs, là, j'avais plus de cheveux, en fait. Hein. Exactement. Clairement, là, j'ai un peu perdu du terrain. Tout à fait. Mais bon, non, c'est vrai, c'était à l'époque sur ta chaîne YouTube. Ouais, mais c'est bien de se battre. Je dirais comme les Gaulois, on résiste à l'invasion des Romains, la calvitie, en tout cas, je trouve que c'est bien. Ouais. Et surtout, du coup, pour ce premier pilote de la saison 2, on est en compagnie de Mickaël Blanchard. Bonjour Mickaël. Ouais. Hello. Comment tu vas ? Ça va, et vous ? Ça va. Moi, j'ai perdu la bataille. Ça va, du coup, ça va bof. Et mais... ça a été rapide ou et du coup, tu viens d'où du coup ? Moi, c'est-à-dire géographiquement ou professionnellement ? De Bruxelles ou t'es Moi, je suis né en Flandre, à Leuven, donc je suis flamand d'origine, mais j'ai grandi en France. Donc de mes 4 à mes 18 ans, quoi, j'ai vécu en France. Et je suis revenu en Belgique pour faire mes études de cinéma à l'IAD à Louvain-la-Neuve. Et depuis, voilà, je suis resté en Belgique. Ok. Parce que la première question qu'on voulait te poser, c'était en fait, t'en as pas marre que les gens écorchent ton prénom à chaque fois, régulièrement, en interview Non, en fait, j'ai l'habitude, donc je l'entends même plus, je m'en fiche un peu, j'ai pas de... Je suis pas genre... Même moi, en fait, selon si je suis avec des francophones, je dis Mickaël, si je suis avec des flamands, je dis Michiel. Ok. T'as grandi où en France ? Dans le Loiret, près de Montargis. Ah, ok. Voilà. C'est à 100 km au sud de Paris, à peu près. D'accord. Ok. Mais tu te sens quand même plus belge que français ou un peu des deux en fin de compte ou... Je me pose pas souvent la question. Là, je me sens belge parce que de nationalité, je suis 100% belge. J'ai pas la double nationalité. Et là, ça fait combien de temps maintenant ? J'ai pas envie de calculer, mais ça fait plus de 10 ans que je vis en Belgique. Je crois que ça fait 10 ans que je vis à Bruxelles, donc un peu plus que je vis en Belgique. Okay. Et du coup, pour un peu revenir sur l'enfance, parce que on parlait de ça à l'instant, c'était comment ta première rencontre avec le cinéma, du coup ? Comment ça s'est passé ? Moi, ça s'est vraiment fait via la télé, quoi, via les VHS, je pense, principalement. Je suis pas allé très jeune au cinéma, et du coup, c'était beaucoup les VHS et surtout les films qu'on enregistrait tard le soir, quand je devais aller me coucher, on enregistrait des James Bond et machins. Et du coup, c'est vrai que c'est une autre époque où aujourd'hui, on a un peu... Enfin, moi, je me rends compte, j'ai tellement de films à voir et je sais jamais quoi regarder parce qu'il y a tellement de trucs à regarder. Je suis là, genre, je devrais regarder. J'ai des listes partout dans tous les sens de choses qu'on m'a recommandées et tout est à portée de main, quoi, sur les plateformes, enfin, tu peux tout commander, tu peux avoir accès à tout rapidement. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, c'était le truc où tu avais les quelques films que tu avais et du coup, il y avait ceux que tu aimais vraiment, que tu regardais en boucle. Et du coup, j'ai l'impression que pour se forger une cinéphilie, c'est pas mal parce que du coup, ça
ça fait qu'il y a vraiment des films que tu connais par cœur et que tu analyses et tout. Et tu avais un film en particulier qui t'a marqué ou pas forcément, ou c'est plutôt une succession de souvenirs Il y en a quelques-uns, il y a des trucs très... ouais, c'est très aléatoire, hein, Ok, sur quoi tu tombes gamin. L'exemple que je donne tout le temps, c'est Jurassic Park, parce que c'est pour le coup vraiment, je pense, l'une des cassettes que j'ai le plus poncé, quoi. Et je sais que c'est l'un de mes tout premiers souvenirs de cinéma. C'est le premier truc qui m'a fait rêver, qui m'a marqué. C'est cette image du T-Rex qui sort de son enclos, les cauchemars que ça m'a donné derrière, mais que je me réveillais, j'étais content. Tu vois, j'avais l'impression d'avoir vu j'ai vu un autre Jurassic Park cette nuit. Donc, ouais, je dirais ça. Et puis après, les premiers souvenirs de cinéma, c'était quand même aussi important, même si c'était plus tard et que je pense à ce moment-là, je voulais déjà faire des films. Le tout premier que j'ai vu au cinéma, c'était Tarzan. Ah ouais. Encore en dessin animé du coup. L'animation, Disney. Disney, hein, oui, je pense. Et après, le premier live action que j'ai vu, c'était le Spider-Man de Sam Raimi. Oh là là, mec, on se serre la main, merci. Attends, je vais y arriver. Super, merci. Ça, c'est un vrai. Spider-Man. Non, ok. Et toi, du coup? Ce qui m'a beaucoup marqué, et c'était aussi en cassette, c'était Harry Potter. Moi, j'ai grandi dans les Harry Potter. Mon frère et ma sœur aussi étaient fans. Et là aussi, l'univers, c'est aussi un truc qui te permet de rêver, quoi. Donc ouais, moi, c'était plutôt Harry Potter. Et toi, Raph? Moi, du coup, c'est Spider-Man. Je pense que je remercie ma mère absolument de m'avoir posé dans son lit et me montrer, du coup, le premier film de Spider-Man, Sam Raimi. Et je crois que j'étais complètement halluciné de ce que je voyais. Je devais avoir peut-être 6 ans, je crois. Et ma mère me dit, Raphaël, ça va, t'as pas trop peur? Et j'étais complètement impassible, j'étais absorbé par le film. Mais toi, du coup, premier court-métrage, est-ce que c'était comment, un peu, si tu te souviens, comment s'est passé ta première envie de vouloir filmer quelque chose? Alors, premier court-métrage, ça dépend comment on compte, mais j'ai jamais rien fini avant mes 14 ans, je pense, enfin, j'en sais rien. Mais moi, j'ai commencé à filmer des trucs quand j'avais 7 ans. Ah oui. Et en gros, pareil, c'est un truc que je raconte souvent, mais on n'avait pas de caméra, et donc c'était pas à l'époque où tu pouvais, il y avait pas ça sur, j'ai l'impression d'être un vieux. Mais t'avais pas des téléphones qui filmaient, des caméras dans tous tes appareils, quoi. Donc nous, on avait littéralement pas une seule caméra dans la maison, et j'étais un peu jeune pour que mes parents m'en offrent une, quoi. Mais mon voisin, il en avait une, sauf que mon voisin, il avait 70 ans, et il était à la retraite. Un gars assez sympa, et du coup moi je suis allé l'emmerder pour lui demander s'il voulait bien me prêter sa caméra, et il a dit non, mais par contre tu me dis ce que tu veux filmer, et on le filme ensemble, quoi. Et donc c'est devenu mon premier cadreur qui avait 10 fois mon âge, littéralement 10 fois mon âge, et je faisais des films vraiment débiles. Et en plus, évidemment, moi tout ce que je savais des films, c'est les cassettes que je regardais, justement, c'était les James Bond comme on disait et tout, et du coup je me suis même pas dit je vais faire un court-métrage, quoi. Mon premier projet que j'ai commencé à filmer, c'était un long métrage avec des espions russes qui volaient une arme atomique. Je vois. C'était n'importe quoi, avec une bombe faite en carton. Et puis tu sais, tu te poses pas la question de qu'est-ce qui est crédible, tu te poses pas la question du ton. Et ça, c'est un truc qui me questionne beaucoup et que j'aime bien essayer de garder de l'enfance. C'est ce truc où tu te dis, en fait, ouais, là, cette scène, elle est sérieuse, et puis là, j'ai envie que ce soit émouvant, là, j'ai envie que ce soit drôle. Là, en fait, il y a un des espions, il est joué par mon chien, parce que je mettais mon chien dans mes films, et je me posais pas la question de, mais est-ce que ça va pas casser la crédibilité du film que l'un des agents secrets soit un chien? Tu vois, genre, je m'en fichais, tu vois, je faisais avec ce que j'avais, et je m'amusais, et je restais très premier degré. Et donc, c'était très drôle, mais évidemment, j'ai jamais fini ce film. Enfin, on a tourné 2 scènes et demie, il y a rien qui marchait dans ma tête. On allait lancer une voiture grande comme ça du haut d'une petite falaise, et ça allait faire une cascade de fou, et en vrai, à la caméra, ça fait juste... Moi, je pensais qu'on allait voir la voiture tomber et se dire putain, mais comment vous avez fait? Vous avez cassé une vraie voiture? Évidemment, il n'y a rien qui marchait. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai appris au fur et à mesure. Et après, vers mes 10 ans, je pense, là, on a enfin eu une caméra à la maison. J'ai réussi à convaincre mes parents d'acheter une caméra, mais tout le monde va s'en servir et ce sera super pour filmer les vacances. Et enfin, tu sais, j'avais vraiment fait le plan de 10 raisons pour lesquelles on doit acheter une caméra. Et finalement, il n'y a que moi, évidemment, qui m'en servais pour faire mes petits films. Et c'était bien marrant. Et pareil, des trucs idiots, beaucoup trop ambitieux. Mais là, j'ai commencé à finir des petits films. Et sinon, oui, vers 15-16 ans, des trucs un peu plus aboutis.
Mais je dirais que c'est que à partir du moment où j'ai vraiment décidé de faire des études de cinéma que j'ai commencé à faire des courts-métrages qui étaient vraiment... Enfin, j'avais fait des trucs YouTube, j'ai plein de petits courts-métrages sur YouTube, en fait. Ils sont trouvables ou pas, ou cachés dans les... Je vais pas vous dire comment les trouver, mais en vrai, ce serait pas très compliqué à trouver. Il y a des choses, il y a des choses à trouver. Ouais. Ok. Enfin, je vais rentrer chez moi après ça et vite aller effacer tout. Voilà, mais après école de cinéma, et c'est là que j'ai commencé à faire des trucs avec une équipe. C'est ça en fait que je veux dire par des vrais films qui ressemblent à quelque chose. C'est la vraie différence, c'est quand tu passes de emmerder tes potes qui sont contents de venir faire des films parce qu'en vrai c'est des trop bons souvenirs, ils sont là genre quand est-ce qu'on fait le prochain film et tout, mais quand ils sont là ils font n'importe quoi. Ouais, je capte. Et en fait tu dois tout faire toi-même. Ouais. Et c'est un peu l'angoisse. Ouais. Je me souviens de ma mère parce qu'à un moment donné je savais pas si je voulais être acteur ou réalisateur, c'était juste faire des films, donc je comprenais pas trop la différence. Je me souviens que ma mère m'a dit mais tu sais acteur c'est très difficile quand même. Et je crois que mon père, il est très pragmatique et assez du boulot quoi. Assez sérieux. Ouais. Donc je pense que si à mes 18 ans j'avais dit en fait ce que je veux faire c'est du cinéma, je pense sans doute il m'aurait fait ok Coco t'es sûr, peut-être il aurait fait un peu attention, mais là c'était tellement j'ai toujours fait que ça, tous les week-ends. C'est un peu logique dans le parcours en fin de compte peut-être. Ouais, les parents qui soutiennent et tout, c'est vraiment. Et puis ça peut avoir une vraie influence, un vrai facteur, parce que c'est les gens aussi qui vont t'aider à aller vers là où tu vas aller, quoi. Ouais, c'est clair. Donc, ouais. Bon, moi, je sais que ma mère, en tout cas, c'est... Elle est très c'est vraiment un pilier. Et je pense qu'il y a même des moments où elle m'a littéralement encouragé. Mais continue, Raphaël, je sais que c'est pas facile. Et d'ailleurs, on la remercie pour la régie parce qu'elle a vraiment fait les sandwichs pour toute l'équipe. Et je pense qu'elle a vraiment à cœur que son fils fasse un truc qui lui plaise. Et je trouve que c'est vraiment, comme tu le dis, assez utile et important d'avoir des parents qui nous soutiennent, en fait. Ouais, qui croient en toi. Ouais. En tout cas, c'est une chance. Ouais, c'est une chance, c'est vrai, tout à fait. Et du coup, en termes de... tu parlais à l'instant d'école de cinéma à l'IAD. Qu'est-ce que tu en retiens de ces... T'as fait 5 ans, 6 ans plus ou moins, ça c'est bon. Quand j'ai commencé à l'IAD. Ouais, du coup... Enfin, je veux dire, t'as fait 5 ans d'études, 6 ans d'études. Non. Qu'est-ce que tu en retiens après ton parcours de 5-6 ans d'études? Imagine que Adrien, il veut se lancer à l'IAD, là maintenant tout de suite. J'adore le cinéma. Ouais, voilà, c'est vrai. Quel conseil tu pourrais lui donner pour démarrer aussi? En tout cas, les gens qui ont la possibilité de faire des écoles de cinéma, je leur conseille de le faire. C'est pas du tout obligé. On peut trouver une autre façon de se retrouver dans le milieu du cinéma et dans l'audiovisuel en général, surtout aujourd'hui avec tous les moyens qu'on a à notre disposition. Mais comme je disais tout à l'heure, si tu peux te permettre de faire une école, c'est les rencontres que tu vas faire qui vont tout changer. Moi, c'est ça que je retiens le plus aujourd'hui, c'est que les gens avec qui je travaille ici en Belgique, c'est à moitié des gens que j'ai rencontrés via mes études ou via des potes, de gens que j'ai rencontrés à l'IAD, etc. Et donc vraiment, c'est ça, c'est cette communauté et c'est d'avoir l'opportunité et la motivation de faire vraiment des projets. Et après, évidemment, selon les profs que tu rencontres et selon si tu étudies ou pas, ou tes sensibilités, tu apprends aussi plein de choses. Je vais pas dire que les profs nous apprennent rien à l'école, mais moi, j'ai l'impression que la moitié de ce que j'ai appris, c'est aussi en lisant des trucs de mon côté, en allant sur YouTube, en regardant des making-of, etc. Mais par contre, si tu fais une école, le conseil, effectivement, que je te donnerai, si tu décides de te lancer, j'essaye de trouver une façon, pas hyper ringarde de dire ça, mais de pas se perdre, de continuer à s'écouter, parce que malgré tout, les écoles... même quand il y a toujours un côté cassant, quoi. Il y a toujours parce que évidemment t'es obligé de donner des notes, t'es obligé de trier les élèves, t'es obligé de... Et du coup tout ça fait un peu que moi je sortais de l'école un peu en me disant genre ouais, j'aimerais bien faire ça, mais ça manque d'enjeu, ou ça manque de ceci, ou est-ce que c'est assez original, ou est-ce que le troisième acte il est pas un peu prévisible, est-ce que machin. Et en fait tu fais rien, quoi. Et l'important c'est vraiment de savoir s'écouter, de se dire en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est ça, même si je sais que mon prof, il trouverait ça un peu ridicule, même si je sais que Spider-Man, c'est pas sa cam, même si en fait, je vais pas commencer à les faire... et c'est sans jugement, parce que moi, j'adore toutes sortes de cinéma, j'adore le cinéma social, il y a plein de choses que j'apprécie. Mais moi, j'avais pas envie de sortir de l'école et d'aller faire du cinéma naturaliste sur des gens au chômage, Enfin, c'est des sujets que je peux avoir envie d'aborder, mais autrement, dans d'autres styles de cinéma.
quoi. Donc tu dirais quand même qu'il y a une part importante à l'instinct, en tout cas, ou à ce que tu ressens plutôt que Ouais, carrément. rationnel peut-être de l'idée. Après, je pense que tu peux le rationaliser. Je crois que c'est ça, les vrais intellectuels, c'est ceux qui arrivent à rationaliser les vrais artistes plutôt, je veux dire, qui arrivent à parler de leur art, c'est ceux qui... Mais même, en fait, t'es pas obligé de parler de ton art. Ton art parle de lui-même, normalement. Et après, ça veut pas dire forcément que tu seras doué ou que ça va connecter avec les gens ou que ça se trouve ce en quoi tu crois au fond de toi, en fait, tout le monde va trouver ça nul. Mais c'est ça aussi, être un artiste, c'est avoir des points de vue différents, des sensibilités différentes. Et des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Ça de nouveau, c'est impossible à juger. Mais en tout cas, moi, je préfère, entre guillemets, échouer, ou en tout cas, je veux dire, ne pas rencontrer de succès, mais en faisant les choses auxquelles je crois et qui m'animent, plutôt que d'échouer parce que je serais parti dans une direction, faire des trucs que je ressens pas, que je comprends pas, que je sais, où j'ai pas ma justesse dedans. Et voilà. Non, c'est clair. Voilà, vraiment le conseil Miss France. Il y a un truc que tu as dit et que je trouve qui est aussi hyper important et qui joue beaucoup, c'est les rencontres. Si toi aujourd'hui tu devais parler d'une des rencontres, parce que j'imagine qu'il y en a plusieurs qui ont été importantes, mais ouais, d'une ou de la rencontre qui a vraiment changé quelque chose pour toi, tu penserais à qui? Mais c'est dur, parce que c'est vrai que des fois c'est chouette de le réduire à un moment, et c'est vrai qu'il y a plein de fois je me dis si j'avais pas eu ce moment, j'aurais pas eu ce film, j'aurais pas eu ça, j'en serais pas là. Et c'est vraiment genre tu peux pointer des moments où tu es là genre là, si j'avais pas fait ça, j'aurais pas eu ça. Mais après tu dis mais si j'avais pas fait ça, j'aurais pas eu ça. Et si j'avais fait... Donc j'en sais rien, si j'avais pas eu ce voisin qui avait une caméra, peut-être que quand j'aurais eu 10 ans, je serais peut-être passé à autre chose, tu vois, j'aurais peut-être plus eu l'envie d'avoir, enfin, je pense pas, mais tu sais jamais. Donc, tu vois, je pourrais parler de ce voisin, Monsieur Martinet. Je pourrais parler de Sylvestre, qui est le chef-op avec qui je travaille sur tous mes films ici en Belgique. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est un chef-op? Alors, cours de cinéma. C'est bien, je commence l'IAD là, aujourd'hui. On a l'ouvert la neuve. Alors, non, mais pour faire simple, ce qu'on appelle le chef opérateur ou directeur de la photo, c'est le responsable de l'image du film, du look du film et de la manière dont le film va être filmé. Donc c'est aussi la personne qui peut s'occuper de choisir les plans en accord avec le réalisateur. Moi, j'aime bien m'impliquer beaucoup là-dedans, mais ça reste la responsabilité du chef-op. Donc c'est surtout la lumière, mais c'est le cadre, c'est tout ce qui concerne l'image. Et il a même la responsabilité jusqu'au bout de signer son image, donc de l'étalonnage, etc. Même si c'est pas lui qui cadre, même si c'est pas lui qui étalonne. Parfois, ils le font. Moi, mon chef-op, il cadre. Et en général, il étalonne pas, mais il peut le faire aussi. Enfin, en tout cas, tu es le chef d'orchestre de l'aspect visuel du film. Okay. C'est sa responsabilité. Et donc Sylvestre, je l'ai rencontré via l'IAD, via des amis en commun. Et je sais qu'avec lui, mes courts-métrages n'auraient pas sans doute marché aussi bien qu'ils ont marché, parce que on s'entend hyper bien, on comprend comment filmer les mêmes univers, on a les mêmes références. Et voilà, La nuit se traîne, ce serait pas ce que c'était sans lui. Après, évidemment, je dois parler du producteur avec qui je travaille ici en Belgique, Michael Goldberg, qui, pareil, je l'ai rencontré un peu par hasard, et parce que j'avais fait un court-métrage en dehors de l'IAD, que j'avais fait avec des potes pendant l'été avec 1000 balles. Il a vu ce court-métrage, il a bien aimé, du coup, il a eu envie de travailler avec moi, et du coup, tous les courts-métrages que j'ai faits depuis l'IAD qui m'ont amené là où j'en suis, c'est grâce à lui. Mais en même temps, lui, je l'aurais jamais rencontré si Benoît Mariage, qui était prof à l'IAD, me l'avait pas présenté, parce que c'était son producteur. Et Michael lui avait demandé, t'as pas des élèves intéressants que je pourrais rencontrer? Et du coup, il lui a parlé de moi. Donc voilà, c'est vraiment... Et puis, si j'avais pas eu de la famille qui vivait à Louvain-la-Neuve, peut-être j'aurais pas entendu parler de l'IAD, j'aurais fait une autre école. Et voilà, et tu sais jamais où j'en serais aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est clair que c'est ces moments-là et ces rencontres-là qui compte, et il faut finir ces phrases. Au passage, ils sont dégueulasses, les milkshakes. Oui, attends, vraiment, ça me peine, hein, mais vraiment, c'est tellement chimique, c'est horrible. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez, mais j'ai vraiment besoin d'avoir votre avis. Moi, c'est éclaté. Voilà, en tout cas, voilà. Bon, merci. Hein. Tu peux repartir, Mickaël, si tu veux. Mais ils sont pas... En fait, ça me saoule. Moi, je suis venu pour les milkshakes. Et du coup, alors, tu en as parlé beaucoup. Ton long métrage, donc tu as fait pas mal de courts métrages après l'IAD. Q était Mortellen. On a vu Q ensemble. C'est pas un film de cul, bien sûr, mais c'est un film sur un cul. Tu pourrais le résumer. Alors, mais c'est vrai, pour le coup, c'est vrai.
le résumé, c'est difficile, on va dire. Ouais. Mais c'est une histoire un peu rocambolesque, mais ça part d'un cul, quoi. Ouais. Et donc voilà. Tu vois, Ouais. quand je parlais de vraiment savoir écouter ses instincts, Ouais, bah, ses effectivement, idées à c'est- soi, tu vois. C'est Non, mais c'est vrai que c'est un exemple débile, mais moi, je suis sorti de l'IAD. Mon fin d'études, j'ai eu une bonne note et ça a bien marché et tout, mais il n'a pas beaucoup circulé. C'était pas la carte de visite que j'espérais que ce soit. Mais heureusement, comme je disais, j'avais ce producteur qui avait vu un autre de mes cours, qui était chaud de bosser avec moi. Et du coup, on a essayé de faire plusieurs projets qui se sont pas faits. Et à un moment donné, je me suis dit, en fait, j'en ai marre, j'ai envie de faire un truc. Justement, je me suis un peu reconnecté à moi et à dire, en fait, j'ai envie de faire des courts-métrages comme je faisais avec mes potes avant et pendant l'IAD, sans me dire ça va être une carte de visite, sans justement me prendre trop au sérieux ou quoi. Et j'avais cette idée de me dire, en fait, j'ai envie de faire un film très sérieux, mais sur une blague idiote. Et moi, j'aime beaucoup, par exemple, le cinéma coréen, où vraiment on s'amuse avec ça, quoi. On fait des trucs débiles avec des sujets sérieux, on fait des trucs sérieux avec des sujets débiles, où on passe de l'un à l'autre dans une scène, on passe de la comédie potache à d'un coup le drame familial en moins de 2 minutes. Et donc là, je voulais justement m'amuser avec Squad et voir est-ce qu'on peut faire naître de la comédie du fait de ne pas mettre d'humour dans le film. Enfin, c'est-à-dire que tout est très premier degré, tout est très sérieux, alors que la prémisse du court-métrage est quand même très idiote, quoi. Et du coup, on a fait justement avec Sylvestre une mise en scène. On a réussi à choper des focales anamorphiques, donc vraiment pour donner un look très cinéma. On a fait un éclairage très contrasté, avec des contre-jours très à la Spielberg, avec des rayons de lumière, des trucs. Et tout le monde joue de manière un peu exagérée, mais de nouveau très premier degré, sans faire des clins d'œil à la caméra, sans dire c'est quand même un peu rigolo ce qu'on fait ici. C'est vraiment genre, non, pour eux c'est sérieux, ils sont traumatisés d'avoir vu ce cul qui les rend fous. C'était la plus belle chose qu'ils ont jamais vue de leur vie, et du coup ça les dévore de l'intérieur. Et ça a assez bien marché, Ouais, quoi, non, pour le ce coup, mélange de Non, c'est clair. tons. Et ça racontait quand même, pour moi, ça parlait un peu quand même aussi d'une époque et parce que c'était aussi un peu le début de la force des réseaux sociaux, Ah oui, parce et on qu'on parle voit un peu de ça je dans me le souviens. film, Ouais, et puis le fait que justement il y avait un peu ce truc où il se passe des choses graves dans le monde, mais les gens se focalisent sur les choses idiotes, et Ouais. enfin voilà, on parle du cul de Nicki Minaj plutôt que de parler de la guerre dans tel et tel pays. Enfin, tu vois, il y avait un peu Ok. quand même ce commentaire-là dans le film, mais c'était quand même à la base une blague entre amis pour se faire plaisir. Mais d'ailleurs, The- il est là. Du coup, la nuit se traîne. Bah oui, il faut quand même le montrer quand même un peu. Et donc, Ah le oui, tu l'as pitch- acheté. Bah ouais, je l'ai acheté. Il faut quand même le Faut rentabiliser, ouais, Exactement, ouais. exactement. Alors, c'est l'histoire de Maddy qui est serrurier et qui finit par ouvrir la mauvaise porte qui le mène dans une course-poursuite pour échapper à un grand bandit. Pas mal, pas mal. Ouais, je peux faire mieux. Si, peut-être, si, non non, c'est très C'est- bien. Non, franchement, très c'est bien. Merci, merci, merci. C'est pas facile de résumer des films quand même, hein, en une Non, phrase. Hein. non, et C'est- puis c'est on vraiment- s'améliore pas, j'ai l'impression. Ouais, pour le coup. Donc ce DVD qui m'a coûté 12 balles, on a bien aimé. Franchement, on a passé un très bon moment. C'est quand même l'un des films... Il n'y a pas beaucoup de films d'action belges, non? Ou il y en a quand même quelques-uns qu'on ne connaît pas du tout alors? Non, je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Je suis pas expert en la question. Il y en a pas beaucoup en Belgique francophone. Ouais, c'est ça. En Flandre, Ouais. il y a beaucoup plus de cinéma d'action et de cinéma de genre. Enfin, beaucoup plus, toute proportion gardée, mais quand même plus qu'en Wallonie. Donc ouais, c'était un peu ça le plaisir de ce film. C'était de faire un film qui me ressemble, un film qui, tout en étant un film qui me touche aujourd'hui et qui parle de choses qui m'interpellent aujourd'hui et qui parle de notre époque, c'est quand même resté... c'est pour moi rester aussi fidèle à l'enfant que j'étais et aux films qui m'ont donné envie de faire du cinéma. Donc voilà, je mélange un peu tout ça, tout ce qui fait ma personne, quoi, et mon univers. Et donc ouais, faire un film d'action, de course-poursuite, faire des chorégraphies de bagarre et tout ça, mais dans Bruxelles, dans ma ville. Ouais. Je trouvais ça chouette parce que, et c'est aussi les retours que j'ai eu pas mal à la sortie du film, c'est que les gens étaient étonnés de voir un film comme ça chez eux et qu'il y a un côté un peu excitant, il y a un côté un peu frais, un peu nouveau. Tout à fait. Voilà. Et d'ailleurs, est-ce que tu te souviens les scènes qui nous ont marqué dans le film? Bah, il y a plusieurs scènes, mais c'est vrai aussi pour revenir sur ce que tu dis et faire ce film dans ta ville aussi. Ouais. Bah, c'est vrai que moi, du coup, qui ne regarde pas énormément de films, j'ai quand même aussi kiffé un peu ce côté où j'essayais de voir un peu où on était en fait.
quand ça commence vers Schumann, directement, on en a parlé avec Raph, purée, tu reconnais et tout. Et il y avait quelques scènes où voilà, les pavés un peu dans le centre, tout ça. Ouais, de Brucker aussi. C'était kiffant en fait. Mais donc voilà, au niveau des scènes, moi on a beaucoup aimé la scène la première scène de bagarre en fait, dans l'appartement, le fameux appartement qu'il ne fallait pas ouvrir. J'ai trouvé que c'était un peu aussi neuf par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, même la chorégraphie de la bagarre. Je sais pas, il y a eu des voilà, là ils se font un petit câlin, tout à fait amicalement. Encore amicalement. Il y a beaucoup d'amour. Et là on voit le jaune aussi. Hein, voilà, encore plus d'amour. Là il dit je t'aime, je pense, un truc comme ça. mais donc non, c'est une scène qui nous a pas mal marqué. Et d'ailleurs, on a vu un petit détail. Ouais, qui nous a beaucoup tiqué à l'œil. Mais en fait, moi, le film, je l'ai vu peut-être 5 fois. Mais voilà, mais j'ai passé. Mais non, mais en fait, c'est un concours de circonstances. Directement, le mec, tu veux dire, c'est vraiment lui le fan. Non, mais du coup, en fait, c'est que je pense que j'étais là à l'avant-première à UGC, dans la grande salle. Comment elle s'appelle d'ailleurs, l'Eldorado. L'Eldorado. Et en fait, en regardant avec Adrien, j'ai tiqué sur un truc qui nous avait quand même pas mal rire. Ouais. En fait, c'est quand l'acteur principal Madi, du coup, est sous le lit et que les deux sbires arrivent dans l'appartement pour checker ce qui se passe. Et en fait, à un moment donné, le lit se renverse. Voilà. Et en fait, le lit se renverse à la verticale. Et donc, on s'est complètement matrixé le cerveau en disant, mais comment c'est possible que le mec qui était en fait couché sur le ventre arrive à se lever et à repousser en fait le fauteuil littéralement à la verticale. Et en fait, on était mort de rire. Mais sans se moquer, bien sûr. Hein. Mais on a j'ai compris. Je me suis un peu moqué perso. mais ouais, c'était marrant. Bon, on s'est dit qu'il avait des chevilles très fortes pour basculer l'île du coup de l'autre côté. Donc voilà. Mais bah, c'était justement un peu, je pense, comme on parlait de ton tout à l'heure, j'aime bien pousser un peu le curseur. Et l'idée, c'était, j'ai l'impression qu'on a déjà vu 15 fois, genre ce truc de quelqu'un est planqué sous le lit, l'autre approche, qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, d'un coup, cette image un peu surréaliste m'est venue et je me dis, bah, ça, je pense, ça va être un peu surprenant, quoi. Il s'approche du lit et d'un coup, il y a tout le lit qui lui bascule dessus. Après, voilà, en vrai, le lit, il n'était pas très lourd et pour moi, il s'est levé, tu vois. Il s'est levé, ça a levé, il a voulu s'enfuir, il s'est levé, ça a levé le lit et puis après, il l'a fait basculer. Mais s'il l'avait vraiment fait comme ça aurait été beaucoup moins impressionnant. Ça aurait été genre, bien sûr. Ouais, moi j'avais envie d'un coup. Ça aurait été peut-être un poil long, quoi, aussi. Ouais, voilà. Et il y avait la scène du métro aussi. Ça, on avait vu pas mal d'interviews où tu en parlais déjà. Ouais. Mais franchement, mais du coup, non, c'était vraiment, on était bluffés de voir ce long plan séquence ou ce faux plan séquence, je sais plus. Faux plan séquence. Je sais pas, c'était un vrai plan séquence. Non, il y a une coupe, il y a une coupe cachée, ouais. Il y a une coupe à la fin, peut-être. Ouais, je pense. En fait, ouais, il y a une coupe surtout pour passer du cascadeur au comédien. Là, c'est un cascadeur ou pas? Ça, c'est un cascadeur. Ok. Et après, l'image suivante. Là, c'est et donc, du coup, il y a forcément un plan entre. C'était pas un panneau de ce type, peut-être? C'est ça. On avait mis une pub qui n'est pas là normalement. On avait mis un panneau de publicité. D'ailleurs, si on fait attention, c'est une pub qui dit qu'il faut pas aller sur les rails avec son vélo. C'est une vraie pub de la Steam. Je crois qu'il est plus pour les trams. Mais enfin, je sais plus. Mais donc on a mis cette pub là et en fait tout le début du plan c'est un plan drone où donc on suit le cascadeur qui fait toute la descente dans les escaliers, qui traverse le tourniquet, qui redescend un autre escalier puis qui arrive sur le quai. Et au moment où il arrive sur le quai, le drone passe derrière un panneau de pub et après là on a repris le plan là avec un Steadicammer. D'accord. Donc une caméra professionnelle sur un appareil de stabilisation, quoi, qui reprend le même mouvement. Ouais. Et le comédien qui a été sur le vélo, qui a fait les dernières marches de l'escalier. Donc il a quand même fait la toute fin de la cascade pour après lancer le vélo dans le mur et puis sauter dans le métro. Et là, on a le départ du métro et le méchant qui arrive trop tard pour le rattraper. Ouais. Voilà. C'était comment de tourner la nuit? Est-ce que vous avez tourné exclusivement la nuit tout le film ou... En grande partie, ouais. On a triché autant que possible parce qu'évidemment ça amène pas mal de complications de tourner de nuit. Aussi tout simplement les gens sont payés plus cher pour les horaires de nuit et puis voilà, pour le confort de tout le monde c'est plus compliqué. Donc on essaye de tricher. Donc il y a quelques intérieurs qui sont trichés mais pas tant que ça parce que la plupart du temps on avait quand même des longs plans qui allaient de l'intérieur à l'extérieur où on filme quand même à travers des fenêtres ou donc finalement, on n'a pas pu tant tricher que ça. On a surtout fait des journées un peu mixtes, c'est-à-dire
où tu tournes en fin d'après, mais donc tu fais pour les premiers plans, tu triches un peu, et puis quand il fait vraiment nuit, là, tu peux du coup tourner faire les plans larges ou les axes qui t'arrangent, etc. Mais on a quand même, je dirais, fait vraiment au moins les 3/4 du film vraiment de nuit, quoi. Donc c'était vraiment des semaines et des semaines où on tournait de nuit en plein mois de mars en Belgique. Et donc cette année-là, il faisait bien froid. Il faisait un peu comme là en ce moment là. Ouais. Et ouais, c'était un peu. Alors, c'est marrant parce que du coup, il y a un côté un peu colonie de vacances parce que du coup, t'es un peu en autarcie. Enfin, Parce que tout le monde dort en fin de compte à ce moment-là. Donc, on est juste entre nous. Et pareil, tu peux pas aller vite t'acheter un sandwich ou t'acheter des clopes, ou tu peux pas aller. Genre, s'il y a un problème avec le matos, tu peux pas vite passer chez le loueur pour faire réparer ou prendre une autre caméra. Ou s'il nous manque un accessoire, tu peux pas aller l'acheter au bricot à côté. Enfin, il y a un truc, tout doit être prêt, tout doit être dans les camions, comme si tu partais en voyage, quoi. Et on est tous ensemble avec nos bottes, nos kawés sous la drage, dans le froid. Et juste. Du coup, c'est un peu difficile par moment, mais ça crée aussi un truc où les gens sont. Ça crée plein de problèmes, mais ça crée aussi une ambiance où les gens veulent être efficaces. Et tout le monde tombait malade. Moi, j'ai chopé une pneumonie sur le film. Waouh, ok, d'accord. Ouais, quand même. Et donc, t'as continué à réaliser malgré tout Alors, j'ai découvert à 3 jours, je suis tombé malade au bout d'1 ou 2 semaines, même pas. Et sur un tournage de 8 semaines. Et à 3 jours de la fin du tournage, j'ai dû aller aux urgences parce que d'un coup, j'étais persuadé qu'à force de tousser, je m'étais cassé une côte. Parce que vraiment, je faisais tout le film, je toussais, mais comme un pompier. C'est vraiment genre, action. Pendant toute la prise, j'étais genre, je respirais pas. Et puis, coupé. Ça tout le tournage. Et en fait, à un moment donné, j'avais tellement mal que j'étais persuadé de m'être fêlé une côte à force de tousser. Et je suis allé aux urgences, ils ont fait des radios et ils ont trouvé que j'avais une pneumonie. Ok. Et puis là, des antibiotiques, et puis c'est tout de suite allé mieux, quoi. Et au niveau en fait, vie privée, parce que du coup, comme tout est un peu en décalage, vu que tu dormais après le tournage, j'imagine, en fait, t'es complètement seul ou t'avais quand même. Je veux dire, ta famille, du coup, tu les voyais pas, j'imagine, durant le tournage, vu qu'en fait, eux dormaient pendant que tu travaillais ou inversement. Oui, après, ma famille, de toute façon, elle vit pas en Belgique. D'accord. Non, ça a été. J'avais ma copine à cette époque-là qui m'accompagnait pas mal, qui était très présente sur le projet, qui venait souvent nous voir et qui était là pour me soutenir de ouf, quoi. Okay. Mais sinon, ma famille, c'était quand t'es en tournage, c'est l'équipe, ta famille. Ouais. Et donc en vrai, non, moi. C'est vrai que tu dois être. Moi, c'est mon film, donc c'est différent aussi. Je sais que, ça fait 1 an que je le prépare. C'était en plus mon premier long métrage, donc ça fait littéralement depuis que j'ai 7 ans que j'attends ce moment. Ouais. Donc il y a un truc où, là, je sais que c'est 8 semaines où je vais faire rien d'autre et où j'aurai l'énergie ni l'envie de rien faire d'autre. Et donc c'est très très épuisant. Mais ouais, effectivement, j'allais moins au cinéma. Il y a des potes que je voyais plus trop à ce moment-là, mais je voyais beaucoup plus de gens que dans ma vie de tous les jours, en fait. C'est beaucoup plus solitaire d'écrire ou de préparer. Là, tous les jours, j'étais avec une équipe de 30-40 personnes à faire un film, à tisser des liens, à vivre des choses. Donc c'était très intense humainement. Et donc non, c'est. Et une journée de tournage, une nuit de tournage, du coup, c'était quoi une journée un peu type? C'était quoi? Rendez-vous 17-18 heures et puis jusque 4-5 heures du mat? Ouais, oui, ça pouvait être ça. Ou des fois, c'était vraiment des nuits complètes où on terminait jusqu'au petit matin parce que tout ce qui était extérieur et tout ce qui était un peu cascade, c'était vraiment plutôt des nuits. Et ton prod, il s'est un peu arraché les cheveux, ou il était vraiment. Il est comme moi, il en a plus. Ah, ok, d'accord. Décidément, c'est chouette. C'est pour ça, en fait, on se permet parce qu'il n'y a plus rien à arracher. Okay, donc, D'accord. Mais en tout cas, il était extrêmement partant, j'imagine, pour l'aventure. Très partant, mais un peu inconscient aussi. Je pense, inconscient, je dis pas ça méchamment, mais ce qui est chouette, c'est qu'évidemment, pendant l'écriture, il m'accompagnait déjà. Forcément, ok. Et il me disait, mais franchement, fais-toi plaisir. Et donc, il y a Michael et il y a Boris. Boris est un tout petit peu plus les pieds sur terre, donc il disait un peu genre... Enfin, quand même, écris pas des trucs trop galères. Okay. Et Michael était là, non, mais de toute façon, on verra après. Pour l'instant, écris, fais-toi plaisir. Et je pense que c'est la bonne façon. Faut pas se priver tout de suite, mais il faut être conscient que derrière, il faudra adapter, Mais effectivement, l'idée de base, c'était le projet à la base avec Lanus Train, c'était de faire un petit film. Parce qu'on avait un autre projet de science-fiction hyper ambitieux qui peut-être se fera un jour, mais qui n'était pas faisable en Belgique. On n'avait pas eu l'aide à l'écriture et ça, c'était un peu n'importe quoi.
Et du coup, on s'est dit, on ferait bien un petit film, un truc vraiment belge qu'on peut tourner rapidement avec peu de moyens. Et je suis là, ouais, j'ai peut-être une idée un truc de serrurier qui se passe en une nuit. Et ils ont dit, ah ouais, super, on fait ça. Un petit thriller, tu vois. Puis c'est parti dans des poursuites, des bagarres, des manifestations, des trucs. Donc ça. Parce que, en tout cas, comme on avait dit, je pense même avec Antoine au début de la conduite, t'as l'air d'être un mec un peu chill, même assez timide. Et du coup, on était assez étonnés de voir le contraste très fort entre un film extrêmement vénère, avec des bastons, des coups de poing. Ouais. Et donc, comme tu l'avais dit en début de podcast, c'est que tu t'inspires un peu de tout ce cinéma-là, ou t'as aussi un peu intérieurement des trucs qui bouillonnent un peu en toi et tu voulais C'est les deux. C'est comme je disais aussi au début, en fait, alors oui, il y a tous les films qui m'inspirent et qui me font rêver, mais je crois que autant à regarder et à faire le cinéma d'action ou le cinéma d'horreur ou tout ce genre de cinéma dont je parlais. Et il y a des scènes dans le film où c'est censé être, cette première bagarre, elle est pas drôle du tout pour le coup. Elle est vraiment. Je sais que quand j'ai découvert le film avec un public pour la première fois, c'était un peu. Je me rendais pas compte à quel point cette première bagarre était quand même violente. Et surtout tout ce qu'elle représente, le fait que ce soit vraiment un innocent qui se retrouve là par hasard face à un néo-nazi, il y a quand même un truc où... Et on voulait que cette scène, elle soit crue, même si elle est, de nouveau, c'est complètement exagéré, mais qu'elle garde un côté réaliste, dans le sens où lui, c'est pas un super-héros. On voit après, il a la gerbe et tout. Ouais, parce qu'il y a le sang du mec qui tombe sur le visage. Ah, Là, on spoil un peu, mais c'était vraiment... Donc c'était le but que ce soit... En plus, tout le film se déploie après cet incident déclencheur-là. Donc il fallait que ce soit marquant et que ça montre un chiffre dans le film. Mais c'est vrai que c'est la scène où je sens que les gens qui sont pas à l'aise avec la violence et le sang, et genre tout de suite ça met un peu un froid. Et moi-même je suis gêné un peu des fois quand j'ai déjà eu une fois une vieille dame très sympa après une projection qui m'a dit, oui, moi je voulais juste vous dire, au début, le film, j'ai eu du mal. Hein. Je suis sorti de la salle et je suis allé demander s'ils n'avaient pas un vomi bag. Ah ouais, d'accord. Okay. Ils n'en avaient pas. Du coup, j'ai pris une petite bière et puis je suis revenu. Mais en tout cas, le film a bien marché en Belgique. Ouais. Et je pense que les Belges étaient extrêmement contents. Les Bruxellois, surtout, de voir un film un peu très urbain, un thriller chez nous. Et d'ailleurs, en fait, on a une photo, je pense. T'as eu 10 Magritte, là. 11, 12, 13, 14, 15, 10, 20 10. 10. On était nominés pour 11, mais parce qu'on avait les deux, donc Musti et Jonas étaient dans la même catégorie. Donc en fait, on était dans 10 catégories. D'accord. Ouais, est-ce que les Magritte aussi, c'est quelque chose auquel tu pensais? T'avais ça dans un coin de ta tête et qu'est-ce que ça représente aussi? Parce que j'imagine aussi, après le succès d'un film comme ça, la reconnaissance, tu l'as déjà aussi, d'une certaine manière. Est-ce que ça, c'était quelque chose en plus un peu par des pros du cinéma, ou comment toi t'as vécu, ressenti un peu tout ça? C'était un peu gênant parce que c'est comparer les films, on en parlait avant l'émission, c'est toujours un peu bizarre. Et en fait, moi, ça m'a fait du bien à mon ego globalement, et c'est clair que je pense pour la Belgique, en tout cas, ça va faire une différence pour mes futurs projets en Belgique. Ça m'a quand même réparé un petit truc dans le sens où jusque-là, j'avais un peu l'impression que mes courts-métrages n'étaient pas tant reconnus en Belgique, qu'ils marchaient mieux à l'étranger. Donc mon court-métrage précédent, T'es morte Hélène, il a pas eu grand-chose en Belgique, il n'a pas été très récompensé ni plébiscité, alors que c'est quand même un film qui a été présélectionné aux Oscars, qui m'a permis de signer avec des studios américains, etc. Donc c'est un film qui m'a apporté énormément dans ma carrière, mais pas tellement en Belgique. Et du coup, là, le fait d'être vraiment quand même reconnu à ce point-là dans mon pays, ça m'a fait énormément de bien. Mais c'était bizarre parce que je sais pas comment ça fonctionne. Je trouve ça un peu surréaliste, et je trouvais vraiment les autres films très très bons, quoi. Enfin, moi, j'étais assez fan des films de cette année-là. Est-ce que tu as eu un peu ce sentiment peut-être d'imposteur par moment, ou de voler un peu le prix des gens, ou je pense qu'on l'a un peu toujours. Enfin, de toute façon, on n'est jamais content quand on n'a pas de prix. On se dit, on est snobé. Puis quand on a des prix, on se dit genre, putain, je suis un imposteur. Donc non, je vais pas évidemment me plaindre. C'était vraiment une joie. Là où je suis content. En vrai, là où je suis content du fait qu'on en ait eu autant, c'est que toute l'équipe a été remerciée. Et c'est ça qui m'a fait plaisir, c'est que le travail de tout un chacun avait été reconnu, et on était tous là de l'équipe à venir à la cérémonie en bande, en famille, et du coup on a passé une super soirée. J'étais trop content parce que c'est vrai qu'on s'est quand même beaucoup donné, c'est vrai qu'on a poussé les curseurs dans chaque domaine.
Après, c'est un film qui permet ça aussi. C'est ça qui est compliqué, c'est qu'il y a des films qui sont moins flamboyants dans leur forme, qui vont avoir un son, par exemple, beaucoup moins riche, beaucoup plus naturaliste. Pareil dans les enfin, et c'est aussi beaucoup de boulot. Donc quelque part, c'est toujours dur de comparer. C'est plus facile de mettre des étoiles dans les yeux quand tu charges la mule comme ça. Apparemment, le film marche pas trop mal dans les quelques cinémas qui le diffusent à Tokyo. À Tokyo? Mais non, d'accord. Ok. Mais par contre, en France, il a pas du tout marché et tout. Et du coup, là, le fait que justement d'être connu dans mon pays, que effectivement le public a été plutôt au rendez-vous, plutôt excité de voir Bruxelles montré comme ça, et que ensuite la profession ait récompensé le film. Il nous reste environ 10 minutes, et donc du coup les 10 minutes consacrées aux US, comment ça se passe, plus ou moins? Je pense qu'on n'aura même pas besoin de 10 minutes. C'est parce que, non, ça, pour l'instant, non, parce que ça n'a pas commencé encore vraiment. Enfin, ça dépend de quoi tu veux parler, mais... Donc moi, j'ai de la chance d'être représenté aux États-Unis, et ça depuis avant La Nuit se traîne, depuis mon court-métrage T'es morte Hélène. Ouais, je vois. Où là, grâce à ça, j'ai chopé un manager et un agent aux États-Unis. Et donc, j'ai pour l'instant 2 projets aux États-Unis en développement. Donc, un qui est en développement maintenant depuis quelques années, et qui est donc l'adaptation de T'es morte Hélène en long métrage. Donc ça, c'est c'est vrai, je pourrais en parler un quart d'heure, parce que du coup, c'est un film qui, s'il se fait un jour, sera produit par Sam Raimi, justement. Et donc, comme on en parlait tout à l'heure, Sam Raimi, c'est un de mes héros d'enfance. Donc Spider-Man, le premier film que j'ai vu au cinéma. J'ai vu tous ses films, j'ai vu tous ses making-of. J'ai des posters de ses films, même encore aujourd'hui dans mon appart. Enfin, c'était un peu un délire. Et il m'avait fort inspiré pour ce court-métrage-là, d'ailleurs. Et donc, quand mes agents m'ont dit qui tu verrais pour produire la version longue et tout, j'ai sorti un peu plein de noms, mais j'ai dit Sam Raimi, en tout cas, c'est vraiment le réalisateur qui m'a le plus inspiré pour ce film. Tu lâches le blaze comme ça, en pensant que peut-être ça peut vraiment... c'est plus pour donner des pistes aussi. Après, j'avais déjà capté que mes représentants, c'était c'était une grosse agence américaine. C'est mon agent, il représente Guillermo del Toro et des trucs comme ça. D'accord. Après, il en a 200 des clients, tu vois, ça veut rien dire. Tous les ans, il prend des petits nouveaux, et puis si ça marche pas, il les jette, j'imagine, tu vois. Mais quand même, c'était pas... c'est un endroit où je pense, d'un coup, t'es repéré, et d'un coup, c'est genre, tout est accessible, et 2 semaines après, si ça n'a pas marché, t'es plus personne, je pense. Ouais, ok. Donc voilà. C'est en même temps, tu peux vraiment... c'est en même temps le rêve américain, mais c'est en même temps un peu impitoyable aussi, quoi. Et t'as pas peur de ça, de ce contexte un peu... ça peut popper, puis après disparaître, et parce que t'es pas protégé comme en Europe. Non, c'est ça, j'ai pas peur de ça, parce que je sais que j'ai la Belgique, je sais que j'ai les gens ici avec qui j'adore travailler. C'est plus un rêve. Si là maintenant tout mon travail tombe à l'eau, ce serait triste, mais j'ai pas... Enfin, c'est un rêve de bosser là-bas, donc ça me ferait chier que ça tombe à l'eau, mais c'est pas un stress. D'accord. C'est plus... j'essaie de prendre que le positif. Après, là, l'ambiance en ce moment aux États-Unis me déprime très, très, très fort. Mais ça, c'est encore un autre débat. Mais donc voilà, donc j'avais parlé de ce nom-là. Et effectivement, je pensais pas que quelques semaines après, du coup, j'aurais un Zoom avec Sam Raimi. En visio, ok. C'était pendant le Covid, donc j'ai tout fait sur Zoom à distance. Enfin, c'était juste à la fin du Covid, mais on pouvait pas encore voyager, etc. Et de toute façon, tout se fait sur Zoom maintenant. Et lui, il était en train de tourner Doctor Strange 2 à ce moment-là. Et donc, il était en fin de journée de tournage de son Marvel, et il a pris 2 heures de son temps pour faire un Zoom avec moi, pour parler de mon court-métrage et tout. Donc, c'était trop, trop bien. Et donc là, c'était vraiment complètement un rêve de gosse, rien que de pouvoir le rencontrer, lui parler, mais en plus qu'ils me disent j'ai trop envie de produire ton film et tout. Si tu signes avec nous, on va faire ci, on va faire ça. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc là, on développe ce film depuis un moment avec sa boîte qui s'appelle Ghost House, et avec le studio TriStar qui appartient à Sony. Ah ouais, big. Oui, si le film se fait, ce sera un assez... Enfin, je sais pas quel budget ce sera, mais ce sera un gros film, quoi. Mais ce qui prend du temps, c'est de trouver le casting. Vu que moi, je suis pas connu et que le film n'est pas une franchise, pour faire un film de cet ordre-là, il faut quand même au moins des têtes d'affiche assez balèzes. Donc c'est ça pour l'instant qui nous a pris un peu du temps, aussi le temps d'écrire le scénario et tout ça, évidemment. Et là, c'est terminé ou il est encore en écriture? Le scénario, on a une version terminée, mais il va évoluer encore, j'imagine. Du coup, t'écris avec quelqu'un d'autre, tu veux dire?
Ouais, Ok. on a eu plusieurs co-scénaristes. Moi, j'ai écrit que la dernière version et avant ça, j'ai collaboré avec une scénariste longtemps et avec un autre scénariste derrière. Mais ça va encore beaucoup évoluer, j'imagine. Et pour l'instant, ce projet-là est en pause parce que comme ça prenait du temps et que t'es jamais garanti que le film se fasse, et moi, je dois quand même vivre entre-temps, entre guillemets. Ouais. Et donc là, on m'a proposé un autre film aux États-Unis qui, lui, pour le coup, va se faire parce que c'est une franchise. Donc c'est le prochain Destination Finale. Ouais. Et celui-là, il se tourne normalement. Enfin, je sais pas si j'ai tout ce que je peux dire, mais normalement, il se tourne cette année à la rentrée. En septembre, là, qui arrive. Ok. Normalement, après, on sait pas. Ouais, Le bien scénario est pas encore écrit, il est en cours. Ok, Si voilà, il peut y avoir toutes sortes de contretemps. Il peut aussi d'un coup y avoir une grève des scénaristes ou de Ouais, mille ouais. trucs peuvent ça se trouve, on va pas me laisser rentrer dans le pays, j'en sais rien. Parce que là, tu dis du coup calmement, mais c'est quand même une grosse franchise. Là. Enfin, je veux dire, t'as pas trop la pression. Si, ça me Ok. fait- ça me Ok. ça j'avoue là ça me stresse dans le sens où en fait j'essaye d'être détendu et de Ouais, pas je me stresser. Non, ce qui me fait plaisir, c'est de me dire que là, comme c'est un film de commande entre guillemets, je vais surtout essayer d'en profiter pour apprendre. Même si c'est une franchise dont je suis fan depuis que je suis gamin, enfin donc c'est un rêve de faire un film comme ça, c'est vraiment une opportunité de fou. Mais du coup, j'y vais un peu plus détendu dans le sens où c'est pas comme T'es morte Hélène où genre le scénario, si c'est pas comme je veux, je pète enfin ils me rendent fou à vouloir Ouais. changer chaque ligne et je dis non, c'est mieux comme ça. Mais enfin, tu sais, là, ça me dérange pas le côté collectif, le côté de moi je pense ça, toi tu penses quoi, nous on pense ça, ce serait mieux de vendre le film comme ça et tout machin. Donc je suis plus là pour apprendre et pour évidemment je donne mes idées et je participe et je suis au centre de la réflexion, mais le fait de pas avoir le dernier mot comme on disait tout à l'heure, là c'est pas du tout une souffrance, Ouais. mais la pression c'est que le 6 a tellement bien marché et moi je l'adore, le Destination Finale 6, c'était vraiment un de mes films, un de mes plus gros kiffs de l'année quoi. C'est juste pour résumer en une phrase, en fait, c'est moi j'en connais aucun, mais c'est du coup c'est des. Ah, ça m'étonne ça. Non, bah, c'est violent quand même, c'est dark, non? C'est gore, non? Un Monde à la peu, régie, mais je pense que c'est gore, c'est vénère quand même. Hein. c'est un peu gore Looney Tunes quand même sur Ok. le gore quoi. Non, j'ai jamais regardé. Le concept de Destination Finale, c'est ça que tu demandes Ouais, un peu. ça, le concept. C'est des films où tout le monde meurt. Excellent, bah, bravo. Ouais, voilà. Non, le concept, c'est que le film commence toujours par une catastrophe où beaucoup de gens meurent. Ok. Et après, on se rend compte que cette catastrophe, c'était la vision de quelqu'un qui a vu dans le futur la catastrophe arriver, Ok. qui du coup, soit arrive à éviter la catastrophe ou en tout cas à sauver quelques personnes de cette catastrophe. Et le principe, c'est que du coup, c'est des gens qui ont échappé à la mort alors qu'ils n'auraient pas dû, que leur nom est sur la liste de la mort, quoi. Et du coup, la mort, donc entre guillemets, qui est juste cette entité invisible, vient les récupérer après dans l'ordre dans lequel ils étaient censés mourir pendant la catastrophe. Donc il vient les récupérer un par un comme ça. Voilà. Et donc c'est un film qui parle de la mort, quoi. Excellent. Mais de manière ludique. Et c'est quoi exactement du coup ton rôle dessus? Tu vas le réaliser? Ouais. Est-ce que tu as d'autres casquettes un peu? Non, là, pour le coup, je suis pas scénariste. Je participe à l'écriture. Enfin, je reçois les versions et je donne des retours, je donne des idées. Et tout le monde, donc moi et les productrices, on donne plein d'idées et de retours à la scénariste. Mais ils peuvent Et- te virer du jour au lendemain sans problème et être remplacé par un autre gars. Ils peuvent. Oui, ils peuvent, mais ils peuvent virer la scénariste aussi. Ils peuvent. Mais je veux dire normal, mais a priori c'est pas prévu. Et là, il y a, comme je disais, je pense pas que ça va être un film où je vais avoir des grosses divergences artistiques parce Ouais. que je suis là pour essayer de comprendre aussi ce qu'ils veulent et moi m'éclater dans ce cadre-là. Mais je le vois un peu comme un exercice malgré tout. Après, j'en sais rien. Si d'un coup on s'entend vraiment pas sur des choses importantes, ça peut encore tomber à l'eau, mais je crois pas que je vais être évincé à mon insu de ce film-là. Enfin, j'en sais rien. On entend tellement d'histoires horribles et moi j'ai si peu d'expérience que j'en sais rien. Pour l'instant, tout se passe très bien. Ok. Et on n'a pas encore des dates fixées, donc c'est pour ça. Moi, pour l'instant, je suis un peu coincé en Belgique tant qu'on n'a pas un scénario définitif. C'est ça. Mais a priori, le film va se faire et a priori, ils veulent déjà le sortir été 2027. Donc, ils sont assez quand même chauds pour le film. Mais l'autre détail aussi, c'est que c'est un film. Donc, c'est produit par New Line. Enfin, c'est le studio qui a le film. Et New Line, c'est une branche de Warner Bros. Donc, qui ont été rachetés. Qui sont en train d'être rachetés. Ok. Normalement par Netflix. Ah ouais. Peut-être Paramount. À choisir, je préfère Netflix.
Mais enfin, je ne devrais pas dire ce truc-là. Moi, ça se trouve, c'est les prochains boss. Ce sera J'en découpé, sais rien. ce sera découpé en short et du coup, on va le balancer, ça fera beaucoup de vues. Voilà, c'est ça. Non, enfin, dans les deux cas, c'est un peu triste. C'est quand même un grand studio qui est en train de se vendre, alors qu'en plus, ils avaient sorti des super bons. Enfin, surtout dans l'horreur, ils avaient eu une super année. Ils avaient fait plein de bons films. C'est pour ça que, si j'ai bien compris, pour l'instant, ils peuvent pas encore dépenser trop d'argent sur le film, vu qu'ils savent pas encore qui est en train de racheter. Ok. Et a priori, il n'y a pas de raison que le film tombe à l'eau, parce que, Ouais. comme je disais, le 6 a été un grand succès. Donc, peu importe qui va racheter, ils voudront faire le 7, quoi. Et t'as pas peur de la pression des fans? Parce que j'avoue que Si, ça, Ah ouais, ouais, c'est vrai. ça, c'est le truc, c'est ça que C'est j'allais dire tout effrayant, à l'heure, hein. c'est le truc qui me stresse, parce que déjà là, je reçois des DM tous les jours un peu de fans qui ont partout dans le monde qui me disent « Ah, est-ce que vous pourriez faire ci ou faire ça ?» Sérieux? C'est fou. Ah, j'aimerais bien qu'il y ait Timothée Chalamet dans le film. Ou, est-ce que ça pourrait pas se passer dans ma ville? Est-ce qu'il pourrait y avoir une catastrophe dans un terrain de football, dans un stade et tout? Et je suis là genre, En plus, à chaque fois, je suis là genre, ouais, c'est des bonnes idées, mais juste, c'est pas ton- moi qui Bah décide. oui. Enfin, on a déjà, Ah ouais. je peux pas spoiler maintenant, mais on a déjà une ligne directrice. Moi, je suis arrivé sur le projet où il y avait déjà un pitch qui était validé. Il y a déjà tout un contexte. Il y a Ah aussi ouais, tout t'arrives un- en cours de route. Bah, je suis arrivé assez tôt, parce que sur un film comme ça, ils peuvent aussi engager le ou la réa quand un scénario est terminé. Là, je suis arrivé avant qu'ils commencent à écrire, mais avec quand même un cahier des charges assez précis. Donc, dans ce cadre-là, moi, je peux donner des idées, je peux rebondir, je peux participer à l'effort collectif de l'écriture du film, mais j'ai pas un contrôle Ok, ouais, forcément. total. Et puis, il y a plein de... Enfin, il faut que le film soit tourné dans une certaine période, qu'il sorte à une certaine date. Donc, il y a plein de... Tu vois, parce qu'il y a plein de gens qui disent « Ah, le prochain Destination Finale, ça va se passer pendant les fêtes de Noël, en hiver. » Et je suis là genre « Non, Ouais. non, parce que le film ne sort pas à Noël. S'il sort pas... » Ça, c'est un truc... par exemple, sur T. Mortellen, moi, je voulais qu'une grosse partie du film se passe à Halloween. Et le studio a dit « Non, parce que si ça se passe à Halloween, alors il faut, pour au niveau... Marketing. promotion, marketing, il faut sortir le film Halloween, Halloween, et bah nous, oui, c'est une ouais. date qui nous intéresse pas pour telle et telle raison. Ah oui, d'accord. En fait, il y a tellement plein- de trucs sur lesquels j'ai pas le contrôle et c'est Ouais. tellement compliqué. Et de nouveau, le 6 était tellement bien. Je sais que les fans adorent le 6. Sauf que le 6, bon, ça se trouve, le 7 va être encore mieux, hein, sans doute. Mais ils ont quand même eu des années pour le préparer. Et là, nous, on est un peu plus dans une urgence parce que comme le 6 a marché, bah, il faut que le 7 sorte bientôt. Donc, c'est ça qui me met la pression. C'est le fait qu'on a moins de temps En même temps pour préparer que le film précédent et pour une attente qui est supérieure. Et Ah, donc, ouais. ça, c'est le seul truc qui me stresse, c'est de décevoir les fans, ouais, parce que je sais qu'il y a des fans hardcore. Quoi. Bah, soit tu seras du coup adulé par les fans, soit enterré littéralement parce qu'ils vont faire des posters de toi, Ouais. des blogs. Ah Et ouais, ça, j'ai Mickey du mal Blanchard. parce que j'ai l'habitude qu'on sache pas qui je suis. Enfin, Ouais. tu vois, même si on aime bien mes films, on s'en fout un peu de Tout moi à et ça fait. me va bien. Là, Ouais, ça me stresse. ouais. Dans tous Que les des cas, gens aient une opinion sur moi, des gens que je connais pas. réponse a priori de façon été 2027. on verra. Ça va, exactement. Normalement, mais on sait jamais, tu sais, il peut y avoir Ouais. toutes sortes de contretemps et il est repoussé d'un an, d'un coup. Enfin, aucune idée. Ouais. Le précédent avait été repoussé justement à cause du Covid, etc. Ok. Bah, du coup, je voudrais faire place à notre happening, Phénicia, qui viendra du coup nous animer notre partie jeu. À tout de suite. Et rebonjour, nous sommes du coup avec Phénixia, une youtubeuse true crime, c'est quoi le bon accent pour le dire True crime. True crime, ok. Moi, je dis plutôt crime et disparition, comme ça, tu sais. Bah, c'est je beaucoup suis plus sûre, simple, t'as ouais, raison. ouais. Avant, je disais true crime et genre, on me disait quoi True crime. True crime. Et donc, Voilà. bah, du coup, tu es la bienvenue Bah, merci, c'est gentil. et tu nous as concocté un petit jeu, une devinette. J'ai des petites affirmations où vous allez devoir me dire si c'est vrai ou faux. Et comme je fais du true crime, évidemment, ça va être sur, Vrai crime en canadien. voilà, exactement, voilà. des choses un petit peu tragiques qui sont arrivées sur des tournages. Je vais vous dire ce que c'est, ce qui s'est passé, et vous allez devoir me dire si selon vous c'est vrai ou si c'est faux. Ok. Alors, avant de commencer, je tiens quand même à vous dire que on n'est pas là juste pour rire, juste pour faire haha, qu'est-ce qu'on rigole, des gens sont morts. Non, pas du tout. Bien sûr. On fait tous. Ça, ce sera Destination Finale. Ça, ce sera Destination Finale, exactement. Ici, on est tous sur des plateaux télé, etc. C'est cool d'en parler, c'est cool de se dire après, bon, il s'est passé ça sur tel ou tel tournage, peut-être moi je vais faire attention, etc. Ton film, qui est le film le moins violent que j'ai vu de ma vie, ce qui est faux, t'as dû aussi vivre des moments, je me dis, où tu t'es dit, j'espère que personne va mourir, ou ce genre de choses peut-être. On a fait très attention. Voilà, mais Oui, voilà. ça fait peur. Mais c'est grâce aux erreurs qu'il y a eu par le passé aussi qu'on fait de plus en plus attention aujourd'hui. Donc voilà, mon C'est petit vrai. jeu, il est là pour qu'on s'amuse évidemment à essayer de savoir si c'est vrai ou faux, tout en gardant en tête qu'on parle de vraies personnes, de vraies victimes. Et voilà. Tout à fait. Ok. Vous êtes prêts ?
Bah Absolument. ouais. Let's Ok, go. alors j'ai mes petites fiches. Ouais. Surtout, ne regardez pas mes petites fiches, Bien ok sûr, on va la regarder. Ça se verra hein, si vous les regardez. Ok. Ok, premier. Un ouvrier meurt écrasé par le décor d'un film hollywoodien. Ça Forcément. sonne très plausible. J'ai l'impression que ce serait étrange que ce soit jamais arrivé. Sur un décor. Alors, je vous le dis d'ores et déjà, si c'est vrai, ça se trouve, j'ai inventé, ok? Mais donc, si c'est vrai, ce serait sur un grand film. Pour moi, c'est clairement possible. Bah, en fait, c'est quasi sûr que c'est arrivé parce qu'on parle d'Hollywood. Hollywood, il s'est tout passé là-bas. C'est là où ils font tellement de films à l'appel que, à mon avis, c'est très plausible. en Je vrai. pense que dans les années 40, ça arrivait même chaque semaine. hein, mon pote. Ça fait. possible. Effectivement, c'est vrai. Allez, super. Ok. Et vous allez être assez surpris, c'est sur Blade Runner 2049 de Denis Ah, c'est Villeneuve. récent. Oh putain. C'est assez récent, effectivement. Et en fait, c'est un C'était à ouvrier... Budapest. À Budapest, justement. Ouais, alors là, c'est Origo Studio. Je ne sais pas si je le dis bien. Voilà, on c'était peut là. le voir ici. Voilà, et en fait, c'est un ouvrier qui avait 28 ans, donc c'est un homme très très jeune en vrai, qui était en dessous d'un décor, en train de le démonter. Tout était mal sécurisé. Oh non. Ish. Ouais, et il est décédé. Et il y a un truc que je trouve intéressant à relever ici, c'est que quand c'est des ouvriers et pas l'acteur principal, le réalisateur, etc., on en entend quand même un petit peu moins parler. Ça. C'est vrai. C'est ça. Donc, je sais pas si vous saviez qu'il y avait eu un drame comme ça sur 2049. Là. quelque Non, chose. pas du tout. Non, non, non. En tant que grand fan de cinéma, j'ai pas vu le film. Voilà, donc, Ah, ok, bon, bah voilà. Mais bon. Ok, alors on passe à la deuxième affirmation. L'une des stars du film a été mangée par un lion. Manger, genre, entièrement et il en est mort. Bah, la personne en est assez morte, oui. Ok. Ah, c'est mort. c'est mort. J'adore. La personne ne s'en est pas sortie Non, vivante. parce qu'il y a un film qui malheureusement. s'appelle, je crois, Roar, où Mhm. il y a eu effectivement beaucoup de blessures liées à des lions, parce qu'ils tournaient dans une maison avec plein de vrais lions, dont le chef Jan de Bont, qui est devenu réalisateur après très connu, qui s'est fait quasiment scalper sur le film, Par un lion, du coup. par un lion. Mais autant que je sache, personne ne s'est fait dévorer sur celui-là, donc Ok, je ne sais pas. intéressant. Et vous auriez dit quoi? Ah, moi, je pense que c'est faux parce que je l'aurais entendu quelque part. C'est tellement une, Ok. une des stars du Ah oui, c'est film. une des stars du film en plus. Mangée par un Ouais. lion. Ouais, moi je pense que l'histoire peut potentiellement être vraie, mais le côté star du film, c'est là Ouais, où pour c'est moi il y a chaud. le tricks un peu. Ouais, ouais, tout à Ouais, fait. moi- comme je moi, je disais, partirais sur Et sur le tournage, c'est pas genre il s'est fait manger Ouais, c'est par ça. un lion après. Ah, ouais. non, non, pendant Dans un qu'il zoo. tournait, voilà, non, c'est non, sa non. erreur de sécurité, le lion avait faim. et- Ouais, moi je pars sur faux. Ouais, c'est faux. C'est faux. Moi, juste par esprit de contradiction, je vais dire oui, mais Ok. j'y crois pas trop. Ben, en fait, t'avais totalement raison. C'est le film chaud. Star du film. Non, bah justement, c'est faux en fait. Parce qu'il y a eu. Ah, ok, moi, ça se fait vraiment. les retournements de fou. Mais non, c'était. Est-ce que j'ai un point quand même Mais en fait, je t'ai trouvé très très juste parce que c'est exactement ce que j'allais dire en fait. C'est qu'il y a eu quelqu'un qui a été quasiment scalpé. Oh, mec. Voilà, c'est ça. Et en fait. Attends, c'est vraiment une. Alors ça, c'est vraiment une scène du film. Et en fait, le réalisateur et sa femme adoraient les fauves. Et ils se sont dit, on va faire un film pour montrer justement que les fauves sont gentils. Et c'est vrai. Je veux dire, en C'est temps tourné dans normal... leur maison, je crois. Oui, c'est ça, Ouais. c'est tourné dans leur maison, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est pas qu'ils étaient pas gentils, c'est qu'à un moment donné, ils étaient pas du tout habitués à l'humain. Ils arrivent avec des grandes caméras, des micros et tout, ils paniquent et ils scalpent des gens, quoi. Now the clouds have all rolled on, and the storm has come and gone. And while the road was long, the Spirit helped us through. Here we are in Eden. This is a madhouse. No, it is. It's just like life. You get the funny with the tragic. Here we are in Eden. Though we hope to stay, almost slipped away. Ok, on passe à la troisième affirmation. Le réalisateur tombe dans un puits et n'en ressort jamais vivant. Ça me semble. Pendant un tournage encore. Pendant un Pendant un tournage. tournage. dans Bah, un- c'était pas, il était réalisateur, donc c'était pas lui à l'écran, mais voilà, il se trouvait près d'un puits. Parce que si c'est Et- durant le tournage, toute l'équipe se serait jetée dans le puits pour le sortir. Après, ça dépend. Ça se trouve, le puits était juste trop grand Il est peut-être mort et direct. il est juste mort direct sur le coup. Hein. Moi, je pense. D'accord. Moi, je vois bien un réalisateur un peu loufoque qui se dit non, mais regardez, c'est comme ça qu'on va faire, qui mime un peu le truc, il glisse et quick. Non, j'y crois pas. Moi, j'y crois. J'ai envie de dire vrai aussi, parce que ça me paraît très spécifique, mais...
Eh bien, vous voulez la Non, trop réponse? tard. Non, je garde mon point de vue. Eh bien, c'est effectivement faux. Ah là Allez, là c'est là parti, je reviens dans là. la course, nickel. Ok. Ah, dingue. Bon, on va passer Ouais. à une autre affirmation. Alors, un ouvrier meurt lors de l'enregistrement d'une scène d'explosion sur un bateau. Un cascadeur ou un ouvrier? Ah, excusez-moi. Un cascadeur meurt. Un cascadeur, pardon. Merci. Non, Tu pas de suis- galère, au moins, il y a mais. quelqu'un qui suit ici. Et t'as dit sur un bateau. Sur un bateau. Ok. Sur un bateau. C'est quand même possible, non? Enfin, je veux dire, Ça paraît crédible, enfin, complètement. malheureusement. Sur un bateau, ouais, franchement. Enfin, Moi, je vais dire oui à chaque truc. C'est ma stratégie. T'as Alors envie qu'il y a d'y des croire, trucs là. que T'es j'écris déjà dans le toute mindset seule. destination Ouais. finale, tu te dis oui. Non, ouais. Ok. Ouais, moi j'y crois aussi, en vrai. Ok, c'est vrai, c'est sur un gros film aussi. C'est sur Expandables 2. Bah ouais. Voilà, Ok, bah ouais. exactement. Boum, 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 boum. Unité Gros film, spéciale. ouais. Ça s'est aussi passé en Bulgarie, donc comme pour le premier cas, voilà, il se D'accord. passe pas mal de drames là-bas. Donc c'était un bateau pneumatique et bah voilà, il y a eu une explosion et malheureusement, bah, la personne qui devait voilà, c'est le- cette personne-là, qui s'appelle Kun Liu, donc le cascadeur, est décédée sur le coup. Et la scène, je l'ai recherchée dans le film pour essayer de voir s'ils ont essayé de la refaire avec un autre cascadeur. Mais non, on ne sait pas trop si la scène a été gardée, on ne sait pas si elle a été enlevée. Il y a beaucoup de scènes d'explosion de bateaux, mais je crois qu'ils sont restés assez pudiques sur à quel moment c'était. Il y a un peu une règle tacite en général. S'il y a un accident grave comme ça, tu l'utilises pas dans le film. Par contre, On va voir à après. à l'inverse, quand un cascadeur se blesse fortement, justement, c'est un peu, en général, en hommage au cascadeur, c'est la prise Voilà. qu'on utilise. C'est ça, d'accord. exactement. Ah, Ouais, ouais. D'accord. c'est marrant ça. Bon, passons à la suite. Le réalisateur se fait décapiter sur le plateau de tournage. Et décapité, on parle bien de la tête qui s'est barrée. Décapité. Ok. Bah, j'ai envie d'y croire. Hein. Moi, Bref, là, les gars. Est-ce que je suis assez folle pour écrire ça comme ça, moi, toute seule? Alors, bah, Je pense la que oui. question à se poser. Mais. acteur principal décapité, il y a eu. Ouais, mais là, c'est le réalisateur. pas que je sache. Ok. Là, je vais dire non pour une fois. Et ça, Moi, je te suis, là, je te suis, Mickey. Là, je dis ça non. va être vrai. Là, je dis non. Ok. Je dis- Moi, je dis vrai, je dis vrai. Challenger. Ok. Ouais. Bon, il y a quelqu'un qui ajuste. Oh non, C'est vrai, c'est effectivement Ok. vrai. C'est sur le tournage de la Troisième Guerre mondiale de Boris Sagal. Je ne sais pas si on prononce exactement ça comme ça. C'est un film de 1982. On parle un petit peu de la peur qu'il y a avec le nucléaire, etc., la guerre froide. Et en fait, il y a un hélicoptère à un moment donné qui est posé au sol. Il y a l'hélice de la queue Non. de l'hélicoptère qui tourne. Le réalisateur va derrière et il se fait décapiter. Ish. Passons à la suite. Donc, une actrice se suicide en plein tournage. C'est je vraiment vais un le peu journal des bonnes crescendo, nouvelles. Hein, ouais, ce truc, c'est hein. ça. Un suicide. Bah, Ça a dû arriver, oui. bah C'est sûr ouais, que ça ça peut arrive. arriver. Donc, sur le tournage, quoi. Ah oui. Donc, durant une prise, quoi, tu veux dire. Bah, Ah, C'est pas dans attends. sa loge. Pendant la période, ouais. pendant la période du Ah, tournage, ouais, ok. c'est ça. Donc ça peut être dans la loge. Si, c'est sûr que oui. Bah oui, Il y a des gens, ils se malheureusement, ouais. suicident au travail, donc je me dis, voilà, là t'es au taf aussi, trop de pression, trop de trucs. D'accord. Je suis d'accord. Moi j'y crois de fou. Hein. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Vous dites tous vrai? Ouais. Bah, c'est effectivement vrai, mais c'est sur le tournage d'une télé-réalité. Ah. Alors, ça se passe en Corée. C'est une émission qui s'appelle Le Partenaire. Je n'ai pas le nom coréen, je n'arriverai pas à le prononcer. C'est sur la chaîne SBS et ça s'est passé en 2014. En gros, c'est 10 hommes et 10 femmes qui sont dans une île, dans un hôtel. Leur but, c'est un petit peu de trouver l'amour. Et ce qui se passe, c'est que ceux qui ne trouvent pas l'amour sont fort écartés, ils doivent manger tout seuls alors que les autres mangent ensemble, etc. Et l'une des participantes, en fait, avait peur d'être humiliée, elle avait peur de ce qu'on allait retranscrire d'elle à la télé, et elle a décidé de se suicider avec le cordon, de son sèche-cheveux. Dans sa chambre d'hôtel, elle a laissé une lettre justement pour expliquer pourquoi elle avait fait ça. Et malheureusement, sa famille qui vivait en Corée n'a pas supporté cette honte, entre grands guillemets, et a également déménagé de Corée. Ok. Ouais. Et du coup, parce que du coup, ça faisait maintenant 10 gars et 9 filles, est-ce qu'ils ont remplacé Je sais pas. Ok, ça va. Je me suis dit, il y a peut-être. Voilà, Toi, tu vas voir, effectivement. mince, mais comment on fait les producteurs? Bah oui. Je sais pas si l'émission a continué, malheureusement. J'ai Ok. pas trouvé beaucoup de sources en français, les sites Ouais, mais coréens. j'imagine Bon, aussi j'étais pour pas ça, très. Voilà. Mais c'est très triste. Passons à la suite. Des rapaces tuent l'actrice principale du film. Des rapaces. Des rapaces Tu. tuent. Des rapaces.
Pareil, ça paraît tellement spécifique. Mais l'actrice principale. Moi, celui-là, je suis pas in. Je sur ne sens pas. celui-là. Non, sens le pas côté non plus, mais- actrice principale, ça. Oui, c'est ça qui refroidit. Hein. On entend partout, hein, je pense. Ouais, mais c'est- parce que t'as déjà tellement peu de. Ouais, après peut-être Parce que que les rapaces l'actrice sont pas- principale des oiseaux, c'était celle qui jouait dans Roar aussi. Donc elle aurait pu se faire dévorer par un lion. Ah. mais- Eh, t'es beaucoup trop chaud, toi. Ah, Parce que là, t'es vraiment en train de dire ce que j'ai écrit, mais du coup, je vous le dis. C'est exactement Oh, ça, wow, il l'a ok. dit. Et du coup, oui, effectivement, donc c'est Tippi Hedren qui a joué dans Les Oiseaux de Hitchcock. Et évidemment, elle n'est pas morte, on le sait. Mais par contre, il y avait des vrais oiseaux à des moments. Et effectivement, elle s'est fait pas mal, bah, elle s'est Pas fait mal. blesser. Voilà, Oui, non, oui, c'est vrai. un petit Ah ouais, extrait. d'accord. Et en fait, comme vous pouvez voir, il y a quand même des faux oiseaux. Tous ne sont pas vrais. Je sais pas, je peux pas vous dire si là, dans cette scène, elle s'est réellement fait blesser, mais en tout cas, pendant le tournage, lors de scènes d'attaque comme celle-ci, elle a vraiment été très fort blessée, et ça plusieurs jours d'affilée. Mais voilà, la pauvre qui donne de sa personne, du coup, pour... Pour le coup. Ah ouais, on Pour peut le lui coup, reprocher de pas oui, être oui. impliqué là. Ouais, ouais. Ok, alors, ensuite, un cascadeur meurt d'une appendicite pendant le tournage. Plausible. Vraiment plausible. Plausible, ouais. Ouais. Plausible, après, mais ce que on j'y voit crois, qu'elle je sais pas. s'inspire. Moi, j'ai envie de dire, ça sent l'anecdote où quelqu'un d'important a failli mourir et en fait n'est pas mort. Par exemple, toi qui as failli mourir d'une pneumonie sur ton Ah tournage. oui, ça aurait pu dedans, en plus, c'est clair. On en meurt encore, hein. Ouais. Ah. Ah, mais un cascadeur. Ah oui, c'est drôle quand même, un cascadeur. Parce que c'est marrant, un cascadeur appendicite, C'est drôle. Il y a un truc qui va pas comme ça. Et ça, c'est marrant. Moi, j'ai envie d'y aller pour le cascadeur. là. Ouais. On y va Ah bah je Ouais. suis, je suis. On je y suis. va Oui. Eh bien, justement, c'est faux. Ah, Je me suis dit que c'était une Oh là bonne là. idée d'inventer ça, mais Ouais, voilà, non, non. c'est totalement faux. merci d'ailleurs de nous montrer Ouais, où est c'est très l'appendicite. bien. Ouais, ouais, t'as fait. J'adore. Oui, non, mais vous avez vu ma super photo là. Elle est géniale. Bon, ok, on en refait encore un. Petit dernier. Un petit dernier. Super. Là, cette-ci, normalement, vous devez savoir. Une assistante Réa se fait tirer dessus par l'un des acteurs. Ouais, je sais. Ouais, je sais aussi. Et je pense que c'est vrai. En fait, j'ai dit je sais, mais. Bah, ça a fait penser à l'affaire récente, mais c'était la chef opératrice qui s'est fait tirer dessus, qui est morte. Oui, c'est ça. Ah, Ah, voilà. Ah, c'était. Oui, pardon, effectivement, je suis désolée. Oui, oui, merci de. Voilà. de suivre. attends. Du coup, là, c'est. Donc, c'est la chef opératrice. Ok, d'accord. Ok. Oui, oui, donc c'est effectivement vrai. Et c'est une chef opératrice qui s'est fait tirer dessus Ok. par l'acteur principal qui était Alec Baldwin. Oui, oui, tout à fait. Je sais pas si toi, t'as suivi cette j'ai vu, affaire, j'ai t'as vu. l'air un peu perdu. Le face à nom ça. me dit rien, mais le Baldwin, ça me dit quelque Et en chose. fait, c'est parce que quoi Ils avaient passé un flingue avec une On balle pensait dedans. que c'était une balle à blanc et Ah c'était ouais. une C'est vraie ça. balle qui traînait. Ok. dans- Ah oui, Et c'est- la question qu'on se pose ici, c'est à qui la faute? Ok, d'accord. Parce que, voilà. La le faute du fusil, flingue. Vaste c'est- débat. Vaste débat. Et donc, si vous voulez un peu savoir, il faut savoir qu'il y a eu des poursuites contre Alec Baldwin qui ont été abandonnées en 2021. Elles ont été reprises la même année, donc toujours en 2021. Puis le procès a été annulé en 2024. Alec Baldwin, lui, a plaidé non coupable de meurtre au second degré. Et il faut savoir que si jamais le procès revient et qu'il est reconnu coupable, il risquerait 18 mois de prison. 18 mois. Voilà. Ok. Ouais. Bah, on finit par une seule histoire là. Ouais. Et du coup, Phoenixia, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Donc moi j'ai ma chaîne YouTube qui s'appelle Phoenixia. Je parle de crimes et disparitions. Je fais 2 vidéos par semaine, Wow, des vidéos ok. qui durent entre 30 et 40 minutes. Et en dehors de ça, si jamais, j'ai une petite série sur les réseaux sociaux qui s'appelle Copilote. C'est sur Instagram, voilà. Ok, super. Donc, du coup, on peut retrouver tes coordonnées, pas de ta maison ni de chez toi, mais en tout cas des coordonnées. Oui, non, évitez de Réseaux donner mon sociaux. adresse. hein. Les coordonnées des réseaux sociaux, elle est exceptionnelle celle-là. J'ai du mal à la trouver. Donc, mais en tout cas, si vous voulez suivre Phoenixia, vous pouvez trouver les liens en description. Et pour Mickaël Blanchard, donc, on croise les doigts pour Final Destination 7. Et on te verra peut-être sur des photos qui fuitent, peut-être sur Internet. On te verra réaliser derrière le combo. Ou pas, peut-être. Eh bien, Mais en tout cas, un grand merci d'avoir Merci à vous. rejoint pour notre premier c'est cool. épisode. Merci pour le mid-check. Qui était vraiment. Et d'ailleurs, qui a perdu le jeu? Qui Ah l'a oui, perdu oui. Qui a perdu le jeu? Ah, bah, c'est moi, Merci. je pense, non? Je sais pas. C'est qui? Égalité. Oh, mais c'est une égalité. Waouh. Alors, Elle juste avait pour dit- Bon, bah, l'égalité. du coup, c'est moi qui les finis tous, c'est ça? Mais en tout cas, un grand merci. Et on espère du coup vous retrouver dans vos différents projets sur Internet ou en tout cas au cinéma. Ou peut-être même au cinéma et sur Internet, peut-être. Bah, Qui sait? peut-être. que Et on c'est- sait pas, voilà. hein.
Je tiens à remercier spécialement et chaleureusement toutes les personnes qui sont derrière la caméra, que vous ne voyez pas. Antoine à la réalisation, Zora, directrice de prod et en même temps script. Nous avons aussi Flavien à l'image et Agelos, je l'ai bien dit, Agelos Ouais. au son du coup. Et même aussi Léa, qui est pas là, mais qui a beaucoup bossé sur la réflexion du décor. Parce que, oui, quand même, un canapé et une table basse, ça se pense quand même au préalable. Et à très bientôt et passez une bonne journée. Au revoir. Ciao, ciao. Ciao.